En vous souhaitant un excellent vendredi, 13h12. Encore beaucoup de questions et d'informations sur ce crash de l'Airbus A320 et où on a découvert le visage et le passé du copilote qui a amené dans la mort 149 personnes avec lui, Martin Andreas Lubitz. Vraiment des scènes très difficiles pour les gens qui font des recherches sur le terrain français. On va vous passer des détails, mais vraiment des visions d'horreur de ce qu'on en lisait sur les médias sociaux. On le voit dans les images. Hein, si l'avion a éclaté en 1000 morceaux, on peut penser qu'il n'y a pas de corps entier sur le site. Alors, c'est évident que pour les familles qui sont sur place pour la récupération de leurs proches, de la dépouille de leurs proches, c'est quelque chose d'épouvantable à vivre. Hier, tu nous l'annonçais, mon cher Pelletier, Norwegian Air Shuttle a été le premier à établir une politique qui, en tout temps dorénavant, aura 2 personnes dans le cockpit. Traînée de poudre. La ministre canadienne des Transports, Lisa Raitt, en a fait l'annonce hier en fin d'après-midi. Donc, tous les transporteurs canadiens devront se soumettre à cette nouvelle politique, c'est-à-dire 2 personnes à bord du cockpit. Il est le directeur de la recherche du développement aéronautique au Centre québécois de formation aéronautique. Bonjour, M. Laroche. Bonjour. Est-ce que c'est vraiment la solution que ça prenait pour un seul épisode que de mettre en permanence 2 personnes dans un cockpit? Ben d'abord, c'est pas une solution neuve. Ça fait 30 ans que des transporteurs appliquent ça. Ça a été fait, ça a été arrêté, ça a été repris parce que c'était des politiques internes chez les transporteurs. Ce n'était pas écrit dans le cadre d'un règlement. Alors les pays vont réglementer maintenant, on va forcer, mais c'est toujours un peu comme ça que les règlements sur le code de la route ou en aviation ou les bateaux, c'est toujours à la suite d'événements qu'on les modifie. Ça fait pas changement cette fois-ci. Bien sûr que cet accident-là nous donne de mauvaises images, mais il faut aussi se rappeler les très beaux voyages que tous et chacun on a fait parce que l'aviation, c'est extraordinairement sécuritaire. Qui sera cette deuxième personne? Est-ce que ce serait un agent de bord, celui ou celle qui est en charge de tous les agents de bord, si le pilote ou le copilote devait quitter le cockpit pour quelques minutes? À qui on va... Ouais. Ça sera un membre du personnel, donc un agent de bord qui prendra place debout à l'intérieur du cockpit pour pouvoir ouvrir la porte manuellement. Ça prend donc, est-ce qu'il y a des formations additionnelles qui doivent être données aux agents de bord dans cette nouvelle perspective-là? Présentement, non, là, c'est pas connu, mais s'il y a formation additionnelle, ça sera très simple parce que le système en général est très simple aussi. Mais Jean Laroche, vous dites que dans le fond, le transport aérien est très sécuritaire, mais l'événement qui s'est produit cette semaine, quand même, ça nous insécurise au plus haut point de savoir que 2 personnes ont la vie d'autant de passagers entre leurs mains et que s'il y en a un qui est dépressif et qui veut en finir avec tous les gens qui le suivent derrière, il va pouvoir le faire. Je suis pas convaincu que cette nouvelle mesure-là, où on met 2 personnes, j'imagine juste le scénario d'une hôtesse de l'air là, qui est pas si corpulente, là, qui est dans le cockpit avec quelqu'un de dépressif, est facilement maîtrisable. On peut facilement encore crasher l'avion, non? Non, je suis pas de cet avis-là du tout. D'abord, le pilote est attaché à son banc et l'agent de bord a simplement tourné une poignée, ouvrir la porte. Alors, c'est vraiment très rapide. De toute façon, sur une durée de vol, c'est quelques secondes, quelques minutes à peine qu'on a un pilote à bord. La probabilité que ce pilote-là soit dépressif au point de s'enlever la vie, là, écoutez, on a 100 000 vols par jour. Au Canada seulement, en termes de vols de lignes aériennes, depuis 10 ans, on a eu 0 mort. Oui. 0 mort en 10 ans. Après la marche à pied, l'aviation, c'est le moyen de transport pour déplacer des personnes le plus sécuritaire jamais inventé. Mais, je suis d'accord, ça frappe l'imaginaire quand même par la quantité, par l'horreur, c'est évident. Mais c'est rarissime. C'est vraiment rarissime et l'industrie va réagir. Oui, mais c'est dans la dernière décennie, bon, vous savez, il y a la Malaysian Airlines, mais il y en a eu d'autres cas. Depuis Egyptair, dans le fond, à la fin des années 90, on dirait que les cas se multiplient là, dans l'histoire récente de l'aviation civile. C'est quand même des événements qui se rapprochent dans le temps et ce sont des circonstances similaires. Donc, tout de même, on parle ici de pilotes, de copilotes qui sont dépressifs et qui entraînent les gens dans la mort. Est-ce que la l'OACI, est-ce que les compagnies aériennes font des examens médicaux et ça comprend le psychologique là, assez régulièrement et c'est assez serré et il y a une procédure assez stricte pour empêcher que ça se reproduise? Oui, il y a des examens médicaux, c'est très serré, c'est réglementé par l'État fédéral. Les médecins répondent directement au ministre et non à l'employeur. On est des quantités connues parce que les médecins nous voient, nous revoient, connaissent nos vies privées. On est en examen en simulateur plusieurs fois par année. On est en examen sur la ligne plusieurs fois
par année. Alors, c'est très facile de voir si un comportement commence à manifester pourvu que la personne ne soit pas assez maligne pour masquer tous ces symptômes. Mais je vais poser la question. Reprenons le fil des événements pour Andreas Lubitz. Là. En fait, l'homme en question va voir son docteur. On ne sait pas si c'est... Est-ce que vous pensez que c'est un médecin qui est affecté par la ligne aérienne ou c'est son propre médecin probablement? Ah, c'est clairement son propre médecin alternatif parce que la ligne aérienne aurait été au courant immédiatement. D'accord, OK. Donc, alors pourquoi on n'impose pas de un que ce soit un médecin qui soit affecté par la compagnie de transport, de un, et de deux, la procédure, le médecin diagnostique une dépression, un burn-out, j'en ai aucune idée. Est-ce que automatiquement on n'appelle pas la compagnie aérienne pour en faire en sorte que la personne soit démise de ses fonctions? Au Canada, la loi fédérale oblige le pilote à déclarer à tout médecin, tout ophtalmologiste qu'il est pilote. Et au Canada, les pilotes n'ont pas de secret médical. C'est dans la loi. On n'a même pas besoin d'accepter. Okay. Quand on devient pilote, on laisse aller notre secret médical. Donc, normalement, au Canada, la procédure, c'est que le médecin contacte directement l'employeur et s'assure qu'il ne se retrouve pas dans un cockpit d'avion. Tout médecin, tout ophtalmologiste, effectivement, devrait appeler le ministre pourvu que la personne qui vient consulter déclare qu'il est pilote. Hein? On ne peut pas lire dans la tête des gens. On pourra jamais légiférer la malhonnêteté. Hein? Non. Est-ce que c'est une politique internationale? Dites-moi à titre de curiosité, M. Laroche, en terminant, où lorsque on signe comme pilote, on accepte de céder ces droits de confidentialité-là avec notre médecin? J'enseigne la loi fédérale, moi, au Canada depuis 30 ans, mais je suis pas certain d'être au courant de toutes les lois d'aviation dans les 200 pays membres, mais j'imagine que ça devrait être pas mal similaire. Au Canada, il n'y a pas de secret médical pour un détenteur de licence de pilote, point final. Bravo, j'apprends tout plein de choses. Merci de nous avoir parlé en direct, M. Laroche. Je vous remercie. Et puis, souvenez-vous des beaux vols que vous avez faits aussi. Je suis en train d'emmagasiner un, là. Fait que, inquiétez-vous pas, il y a peu de gens, je pense, qui sont vraiment, vraiment inquiets.